Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire d'Extasie. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Plongeons-nous dans l'histoire. Ojota était toujours bruyante avant le lever du soleil, le sifflement des freins des danfos, les vendeurs criant, Acura, et le bourdonnement des générateurs perçant l'aube. Dans une minuscule propriété, face à face, nichée derrière un kiosque branlant au bord de la route, Rita Pascal menait une vie de simplicité et de sacrifice. Elle partageait une chambre exiguë avec son père vieillissant, Jérémie Pascal, ancien ingénieur devenu réparateur routier après que sa retraite eût englouti sa pension. Les murs étaient nus, le matelas fin, et le sol portait les traces d'années d'eau bouillante renversée et de pas précipités pieds nus. Rita, 26 ans, se levait chaque jour avant le soleil pour aller chercher de l'eau au robinet de la cour avant que d'autres ne s'y pressent. Sa routine était calme, se laver, préparer du porridge et des gâteaux aux haricots pour son père, puis se précipiter vers son petit atelier de couture partagé, à l'entrée du marché d'Ojota. Elle travaillait avec deux autres femmes, réparant souvent de vieux vêtements et ajustant des uniformes scolaires pour moins de 200 Naira par tâche. Pourtant, elle souriait. Son visage, souvent démaquillé, exprimait la douceur de celle qui croyait en des jours meilleurs. Son père, Jérémie, était tout pour elle. Malgré son dos voûté et ses genoux tremblants, il insistait pour l'accompagner jusqu'au carrefour dès qu'il le pouvait. Il l'appelait « mon étoile », même lorsque les nuages de la misère planaient. L'histoire de Jérémie était celle de beaucoup d'autres comme lui, brillant dans sa jeunesse, mais victime d'un système corrompu. Il avait travaillé pour une entreprise de construction pendant plus de 30 ans, avant d'être licencié sans avantages sociaux. Devenu veuf alors que Rita n'avait que 9 ans, il avait consacré chaque centime et chaque once d'énergie à s'assurer qu'elle ne manque jamais de nourriture, d'abri ou d'amour. Rita n'oublia jamais ces soirs où ils sautaient le dîner pour avoir une assiette bien remplie. Ils se retrouvaient souvent assis ensemble le soir, à se remémorer des souvenirs et à rire autour d'une tasse de laitage trempée dans l'eau froide. Jérémie lui racontait ses années d'université et son rêve de fonder une chaîne d'hôtels dans l'Est. Rita écoutait toujours avec admiration. Elle aimait son père profondément et se jura qu'un jour elle le lui rendrait en réalisant quelque chose d'important, aussi modeste soit-il. Le rêve de Rita était simple, ouvrir un jour une boutique de robes de mariée, non seulement pour vendre des robes, mais aussi pour que les femmes se sentent belles lors de leurs plus beaux jours. Son atelier de couture était à l'origine de ce rêve. Elle dessinait des robes sur des bouts de papier, dessinait des patrons tard dans la nuit à la lueur d'une lanterne et utilisait parfois des chutes de tissu pour créer des robes de mariée miniatures pour des mannequins qu'elle ne pouvait pas se permettre. Parfois, elle passait devant les boutiques en cage et imaginait son nom sur les portes vitrées. L'élégance de Rita, se murmura-t-elle. Pourtant, chaque jour à Ojota lui rappelait à quel point ce rêve était lointain. Ses revenus suffisaient à peine à la nourrir, elle et son père. Pourtant, elle se comportait avec une dignité tranquille, sans jamais se plaindre, sans jamais envier. Elle croyait qu'un jour, Dieu et son travail acharné l'élèveraient au-delà des routes poussiéreuses d'Ojota. Ce qu'elle ignorait, c'est que le destin avait déjà commencé à jouer en sa faveur, des jeux qui ébranleraient tout ce qu'elle croyait savoir. Charles Timothy avait le genre de sourire qui désarmait la femme moyenne de la gosse. Grand, soigné, toujours vêtu d'une chemise boutonnée impeccable et d'un pantalon impeccablement repassé, il entrait dans la vie de Rita comme une scène bien préparée. Ils se rencontrèrent un mercredi matin humide à l'atelier de mécanique où Jérémie réparait souvent les générateurs en panne. Charles était venu inspecter un câblage défectueux sur l'un des immeubles que sa société immobilière venait d'acquérir à proximité. En attendant, il aperçut Rita qui passait, un sac de rouleaux de tissu posé sans effort sur son épaule. Leurs regards se croisèrent brièvement. Il la salua avec un sourire et la complimenta sur son courage de marcher seule si tôt dans un quartier aussi difficile. Elle rit, surprise par son ton et sa douceur. Les jours suivants, il continua à se montrer, parfois avec du riz jollof, d'autres fois avec des boissons maltais, prétextant qu'il vérifiait simplement le travail du vieil homme. Mais il était clair que Rita avait retenu son attention. Bien que modeste et lente à faire confiance, Rita se sentait attirée par sa conversation facile et ses gestes courtois. Charles se présentait comme un self-made man, passé du statut d'apprenti maçon à celui de gestionnaire de chantier à Lekki et Adja. Il disait tout ce qu'il fallait dire, son admiration pour les femmes humbles, la passion des filles de Lagos pour l'argent, et son désir de vérité. Rita l'écoutait, prudente mais émue. Personne ne l'avait jamais courtisée avec autant de constance, et certainement pas un homme qui conduisait une Toyota Camry et possédait une petite agence immobilière. Au début, Jérémie se montra méfiant et posa des questions précises.
Mais Charles lui souriait toujours avec respect, l'appelait « monsieur » et lui glissait parfois un petit paquet de médicaments contre l'hypertension ou un tubercule d'igname. Difficile de ne pas l'apprécier. En moins de 2 mois, Charles officialisa son union. Un samedi soir pluvieux, sous le toit en zinc délavé de leur petite chambre d'Ojota, Charles s'agenouilla, une modeste bague en or à la main, et demanda Rita en mariage. Elle était muette, les mains tremblantes, le cœur battant. Jérémie, assis sur son tabouret en bois dans un coin, observait la scène avec des yeux embués. C'était le moment que Rita n'aurait jamais imaginé arriver si tôt. À son insu, les motivations de Charles allaient au-delà de l'affection. Derrière ce sourire chaleureux et ses chaussures cirées se cachait un homme fuyant les pressions financières et une réputation en déclin. Son entreprise, bien que clinquante en ligne, était lourdement endettée auprès de plusieurs banques. Sa mère, une veuve à la langue acérée nommée Madame Edith, lui avait conseillé de ne jamais intégrer dans sa lignée une fille pauvre issue du bas-fond. Elle avait des projets plus ambitieux, peut-être épouser un membre d'une autre famille influente de quoi. Mais Charles, cherchant désespérément à gagner la sympathie du public et à redorer son image, voyait en Rita le pion idéal. Douce, pauvre, humble, exactement le genre d'histoire que les clients adoreraient. Il racontait à ses amis des histoires sur la recherche d'une épouse de caractère, sans phare. Pendant ce temps, Rita économisait déjà pour les tissus de leur mariage, ignorant encore que son histoire d'amour était bâtie non pas sur l'admiration, mais sur le calcul. Le mariage était modeste, avec des décorations simples, une salle louée à Queto et un repas qui atteignait à peine la 4e table, mais Rita rayonnait. Elle portait une modeste robe blanche en dentelle cousue à la main, et Charles portait un tailleur bleu marine qui brillait sous la faible lumière fluorescente. Les invités applaudissaient, acclamaient et murmuraient « Elle a de la chance. C'est un bon parti. » Pour Rita, ce fut le début de tout ce qu'elle avait espéré. Elle emménagea avec Charles dans un 2 pièces à Surlier, impatiente de commencer sa vie d'épouse. La première semaine fut rythmée par de petits rires et des conversations chuchotées le soir. Mais dès que les félicitations s'étaient estompées et que les papiers du mariage avaient été déballés, le ton de leur nouvelle vie commença à changer. Charles devint étrangement renfermé. Il cessa de lui demander comment s'était passée sa journée, commença à rentrer tard et partait souvent plus tôt, avec de vagues excuses concernant des questions urgentes concernant le site. Lorsqu'elle lui proposait de l'aider pour les tâches ménagères ou la paperasse, il déclinait froidement, prétextant qu'elle ne comprendrait pas le monde de l'immobilier. Dès le 2e mois, Rita remarqua un changement radical. Charles, qui autrefois lui apportait à manger et lui racontait des blagues en Ojota, mangeait désormais seul en silence ou se plaignait de sa cuisine. Il gardait son téléphone face cachée, et les questions financières devinrent un sujet tabou. Un soir, Rita demanda gentiment « On devrait commencer à épargner pour un compte joint. » Charles ricana. « Quel argent as-tu à économiser? Concentre-toi simplement sur le ménage. » C'est fait. Son entreprise de couture, bien que modeste, lui rapportait un revenu quotidien, mais il n'a jamais reconnu ses efforts. Lorsqu'elle lui a demandé si elle pouvait agrandir son entreprise en louant un espace à l'extérieur du stand du marché, il l'a découragée, prétextant que le monde extérieur était trop dur pour quelqu'un comme elle. Ce qui intriguait le plus Rita, c'était la rapidité avec laquelle il s'irritait pour des broutilles, ses bavardages excessifs, ses feuilletons télévisés, ses appels trop fréquents à son père. Quand Jérémie appelait pour parler à son gendre, Charles répondait sèchement ou passait le téléphone à Rita sans un mot. L'homme autrefois respectueux devenait méconnaissable. Rita commença à se sentir étrangère chez elle. Elle ne recevait plus de compliments, d'affection ni de participation aux décisions. Charles gérait lui-même toutes les dépenses, loyer, factures, nourriture, mais refusait de lui donner accès aux reçus et relevés de compte. « Tu es la femme. Laisse-moi être l'homme, disait-il. Au début, Rita pensa qu'il était peut-être simplement stressé. Peut-être que les affaires étaient serrées. Mais quelque chose clochait. Il a changé sa garde-robe du jour au lendemain, s'est mis à porter des chaussures de créateur, des parfums qu'elle n'avait jamais vus auparavant, et a même acheté un nouveau téléphone. Pendant ce temps, certains soirs, il leur restait à peine du riz dans le placard. Quand Rita demanda pourquoi la facture d'électricité n'avait pas été payée, Charles rétorqua sèchement « Tu dois tout savoir ?» Le silence entre eux commença à se tendre comme un élastique, serré, tendu, prêt à craquer. Elle resta éveillée de nombreuses nuits, se demandant ce qu'elle avait fait de mal. Mais au fond d'elle, quelque chose lui disait que ce n'était pas elle qui était concernée.
Il s'agissait d'un homme dont l'amour n'avait jamais été sincère. Juliette Robinson marchait comme si le monde ne lui devait rien, et elle encore moins. C'était le genre de femme qui attirait les regards sans effort, grande, la peau couleur miel qui rayonnait sous des lunettes de soleil de marque, et de longues jambes qui bougeaient au rythme de la dignité. Ses cheveux étaient toujours parfaitement coiffés, ses ongles rouges et pointus, et son rire était si fort qu'il annonçait son arrivée avant même qu'elle n'entre dans une pièce. Juliette avait grandi dans le quartier de Wies à Abuja, fille d'un douanier à la retraite et d'une femme de la haute société qui tenait une boutique pour les épouses de sénateurs. Elle avait étudié la communication de masse à Babcock, mais s'était vite rendu compte que sa beauté lui ouvrait plus de portes que n'importe quel diplôme. Aujourd'hui âgée d'une trentaine d'années, elle dirigeait une agence de relations publiques à Lekki, sur le papier. En réalité, elle survivait en restant dans l'entourage d'hommes puissants. Charles Timothy était l'un d'eux. Ils s'étaient rencontrés lors d'une vente aux enchères immobilières à Aqua, 2 ans avant son mariage avec Rita. Juliette appréciait son ambition, et Charles appréciait la façon dont elle le faisait se sentir comme un dieu, même si cela lui coûtait cher. Au début, leur relation était informelle, rencontres nocturnes, appels chuchotés, chambre d'hôtel payée comptant. Mais Juliette a décelé quelque chose dans le désespoir de Charles, et ce désespoir était facile à manipuler. Elle l'a encouragé à prendre des risques, à promouvoir son image professionnelle et à s'habiller comme un homme à succès. C'est Juliette qui l'a présenté aux propriétaires de boîtes de nuit, aux sponsors de soirées et aux influenceurs immobiliers les plus en vue. Elle l'a aidé à repenser son image publique, et lorsqu'il a commencé à fréquenter Rita, Juliette a ri. « Et toi ? Avec cette couturière d'Ojota, a-t-elle plaisanté ? Tu construis un manoir et tu emménages avec une femme qui fait encore bouillir de l'eau dans une bouilloire ?» Mais Charles défendit son projet, et épouser Rita redorerait son blason. Juliette accepta, à condition qu'elle reste présente. Elle le conseilla même sur les couleurs du mariage. Après le mariage, Juliette s'enhardit. Elle venait le chercher au travail, laissait ses épingles à cheveux dans sa voiture et lui envoya même un message alors qu'il était assis à côté de Rita sur le canapé, histoire de lui prouver son erreur. Rita avait vu le nom Jules sur son écran une fois de trop. Juliette avait pris l'habitude de se moquer de Rita dans son dos à la moindre occasion. Dans un salon privé de l'île Victoria, elle avait un jour décrit Rita à ses amis comme la fille qui pensait qu'un maître ruban et un rappeur défraîchi faisaient d'elle une femme d'affaires. Les rires ont fusé à la table. Elle se moquait de sa tenue, de ses sandales de marché, et même de son attitude réservée. On dirait qu'elle salue toujours à genoux, gloussa-t-elle. Charles ne la corrigea jamais. Au lieu de cela, il ricanait, sa fierté grandissant à l'idée que 2 femmes se disputaient son attention de manière différente. L'une cuisinait et nettoyait, l'autre nourrissait son ego et comblait son lit. Juliette savourait sa position. Elle ne voyait pas Rita comme une rivale, mais comme une remplaçante impuissante. À ses yeux, Rita n'était qu'un inconvénient passager. Elle ignorait cependant que cette même femme qu'elle considérait comme misérable était sur le point de recevoir un héritage qui allait tout changer. Le gala était une soirée fastueuse organisée par Bulwark Estate, l'une des agences immobilières avec lesquelles Charles cherchait à s'associer. Organisé à l'hôtel Lagos Oriental, l'événement visait à mettre en avant les leaders du secteur et les investisseurs potentiels. C'était aussi l'occasion pour Charles de rencontrer les bonnes personnes et de consolider son influence déclinante. Pour la première fois depuis des mois, il invita Rita à l'accompagner, non par affection, mais parce qu'amener une épouse contribuait à la crédibilité de son image. Rita passa des heures à se confectionner une douce robe lilas. Elle portait des talons simples et ses cheveux étaient attachés en un chignon soigné. Nerveuse mais pleine d'espoir, elle entra dans le grand hall aux côtés de Charles, ressentant un mélange de fierté et d'anxiété. La pièce scintillait de lustre, des serveurs en costume noir servaient le vin et un saxophoniste jouait doucement en fond sonore. Mais dès leur entrée, Rita remarqua Juliette Robinson au fond, entourée d'invités fortunés, riant comme si elle était la maîtresse des lieux. Juliette était radieuse dans sa robe à paillettes dorées fendues qui affichait une assurance irréprochable. Son maquillage était impeccable, ses bijoux extravagants, et son regard s'est posé sur Rita dès son entrée. Une étincelle de plaisir malicieux a brillé dans son sourire. Ce soir, elle allait faire sensation. Tout au long de la soirée, elle flottait de table en table, la voix volontairement forte. Arrivée à celle près de Charles et Rita, elle se pencha vers une connaissance commune et dit « Pourquoi amener quelqu'un d'aussi déplacé ? Franchement, on dirait qu'elle sort tout juste du mile 12 avec un estomac frais. » Quelques personnes ricanèrent nerveusement. Charles resta silencieux.
Rita s'efforça de garder son calme, serrant fermement son sac à main. Juliette s'approcha, un verre à la main, et feignit la surprise. « Oh, tu es la femme de Charles, dit-elle doucement, puis se pencha et murmura, « Comment fais-tu ? Avec ton passé de tailleur minable et ta robe rapiécée ?» Sa voix était basse, mais suffisamment forte pour que les invités l'entendent. Rita se figea. Sa gorge se serra. Juliette but une gorgée de vin, esquissa un sourire pitoyable et se détourna avant que Rita puisse répondre. L'humiliation était totale. Les invités évitèrent tout contact visuel, et Charles ne prononça pas un mot pour défendre Rita. Il ajusta simplement sa cravate et détourna le regard, gêné par sa présence. Rita resta immobile quelques secondes, puis ramassa lentement sa pochette et quitta la salle, les larmes aux yeux, mais refusant de couler avant d'être dehors. Les rues de l'île Victoria se brouillaient devant elle. Ses talons claquaient sur le trottoir tandis qu'elle accélérait le pas, essayant d'échapper au rire qui résonnait dans sa tête. Ce soir-là, elle ne rentra pas chez elle avec Charles. Elle prit un taxi directement pour Ojota, retournant dans la chambre silencieuse de son père et au parfum familier du baume mentholé. Elle se blottit contre lui et pleura en silence. Cette insulte, ce mot, misérable, la blessa plus profondément qu'un couteau. Ce qu'aucun d'eux ne savait, pas même Charles et Juliette, c'est que le destin venait de tourner. Et cette insulte allait être l'étincelle qui allait tout embraser. Le lendemain matin, Rita se leva au doux bruit des pigeons tapant sur le rebord de la fenêtre, mais quelque chose clochait. Le sifflement habituel de son père préparant de l'eau chaude sur le réchaud à pétrole avait disparu. La radio qu'il aimait écouter le matin n'était pas allumée. Elle traversa la petite pièce sur la pointe des pieds, appelant doucement « Papa ». Mais elle ne reçut aucune réponse. Jérémie Pascal était allongé, immobile, sur son tapis. Une douce immobilité envahissait son corps, faisant bondir le cœur de Rita. Elle tomba à genoux, le secouant et criant plus fort « Papa ! Papa, réveille-toi !» Mais aucun mouvement. La panique la serrait à la gorge tandis qu'elle pressait son oreille contre sa poitrine. Pas de battement de cœur. Pas de souffle. Juste le silence. Un silence qui hurlait. Rita gémit, sa voix déchirant le silence matinal de la résidence. Les voisins se précipitèrent et, en quelques minutes, la pièce autrefois paisible devint chaotique. Quelqu'un appela un tricycle. Quelqu'un d'autre tenait les épaules de Rita. Mais il était déjà trop tard. La clinique a confirmé l'arrêt cardiaque. Il s'est endormi paisiblement, a dit l'infirmière, essayant de réconforter Rita. Mais rien ne pouvait la réconforter. Son monde s'est effondré ce jour-là. La seule personne qui l'avait soutenue, aimée inconditionnellement et soutenue dans toutes les épreuves était partie. Rita avait du mal à digérer les préparatifs des obsèques. Les voisins qui l'avaient vu grandir avaient contribué financièrement à un enterrement simple. Le corps de Jérémie fut rapatrié dans sa ville natale d'Enugu pour une cérémonie silencieuse. Rita, vêtue de noir, se tenait près de la tombe peu profonde, les mains tremblantes et les yeux remplis de larmes. Charles ne vint pas. Il a prétendu être en déplacement professionnel et a simplement envoyé 50 000 $ par l'intermédiaire d'un ami. Juliette n'a rien envoyé. Peu importe. Rita enterra son père sans bruit ni fanfare. En regardant la dernière poignée de sable recouvrir le cercueil, elle se sentit plus seule que jamais. Ojota ne se sentait plus chez elle. Tout ce qui lui était familier devint soudain froid. Mais ce que Rita ignorait, c'est que Jérémie Pascal n'était pas mort sans avoir planifié quoi que ce soit. Derrière son air réservé, Jérémie mettait de l'ordre dans ses affaires depuis des années. Il avait vendu des terres héritées, investi en actions et acquis discrètement des biens au nom de sa fille. Un avocat discret, maître à Desquinles, basé à Iquois, détenait tous les documents et instructions que Jérémie avait laissés. Rita n'en avait aucune idée. Elle revint de l'enterrement dans une maison qu'elle ne reconnaissait plus, une pièce vide, pleine de vieilles photos et de rêves qui semblaient brisés. Sa machine à coudre était restée intacte. Ses mains n'avaient plus la force d'enfiler une aiguille. Mais loin, dans une mallette verrouillée, sa vie allait changer à jamais, car Jérémie Pascal ne laissait pas que des souvenirs. Il laissait derrière lui un héritage. Et ce n'était qu'une question de temps avant que le monde ne voie la fille en laquelle il avait toujours cru. La lettre arriva dans une simple enveloppe blanche, remise en main propre par un jeune homme en blazer bleu marine. « Êtes-vous mademoiselle Rita Pascal » demanda-t-il d'un ton formel. Rita hocha lentement la tête. «
On vous a invité à assister à une lecture au cabinet Adequin Land Partners à Iqua. Demain, 11 h. Elle fixa l'invitation soigneusement imprimée, perplexe. Elle n'avait entendu parler d'aucun avocat ni d'aucune affaire judiciaire impliquant son père. Au début, elle supposa qu'il s'agissait peut-être de sa petite pension ou d'une résolution administrative, mais Iqua se sentait trop important pour ce genre de choses. Le lendemain, elle revêtit son chemisier le plus propre et sa jupe noire, prit un bus pour Abalan, puis un kiki jusqu'au bâtiment à la façade de marbre. À l'intérieur, le bureau était froid, silencieux, entouré de fauteuils en cuir et de dossiers épais. Monsieur Adequin, un homme aux cheveux argentés, au regard perçant et à la présence calme, l'accueillit d'un signe de tête respectueux. Votre père a laissé un testament scellé. Il m'a fait confiance pour le remettre au moment opportun. Le silence s'est installé à la lecture du testament. Il était rédigé sur le ton doux de Jérémie, empreint d'affection et de dignité. Il raconta comment il avait secrètement investi dans plusieurs entreprises au cours des 10 dernières années, des parts dans des entreprises de construction, la copropriété d'un immeuble à Yaba et des baux agricoles à Enugu. Il avait également acheté discrètement des parcelles de terrain à l'Equiphase 2, juste avant le boom. Les yeux de Rita s'écarquillèrent. Monsieur Adequin a continué à énumérer ses actifs. À ma fille bien-aimée, Rita Pascal, je lègue ce qui suit, propriété exclusive de Pascal Heights Ltd, 35% des parts dans la construction d'immeubles urbains. 3 terrains résidentiels à l'Equi, et le bungalow à Yaba, enregistré à son nom. Rita cligna des yeux, stupéfaite. L'homme qui n'avait pas les moyens de s'acheter un nouveau matelas lui avait légué une fortune. Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues, non par cupidité ou par orgueil, mais par la prise de conscience bouleversante que son père n'avait jamais cessé de la protéger, même depuis sa tombe. À la fin de la lecture, le silence régnait dans le bureau. Rita resta assise, immobile, les mains jointes sur les genoux, tandis que l'énormité du moment s'imposait. Elle n'était plus la jeune fille qui rapiéçait les uniformes à Ojota. Elle était désormais l'unique héritière d'une immense fortune bâtie discrètement, avec amour et sagesse. À l'extérieur des chambres, le monde bourdonnait encore d'activité, les voitures klaxonnaient, les bus rugissaient et les marchands ambulants criaient. Mais au fond de la poitrine de Rita, quelque chose de nouveau s'éveilla. Ce n'était pas seulement le choc ou le chagrin. C'était une force brute, silencieuse, imprégnée d'un but. Et même si elle n'avait pas pensé à Charles ou à Juliette depuis des jours, quelque part au fond d'elle, elle savait que la situation allait changer. Et quand ce serait le cas, il n'oublierait jamais le nom de Rita Pascal. Rita fit ses bagages en silence. Il n'y eut pas de confrontation dramatique, pas de dispute, pas de supplication larmoyante pour rester. Juste la fermeture silencieuse d'une petite valise, le pliage minutieux du vieux papier d'emballage de son père et un dernier regard à la machine à coudre qui lui avait autrefois donné un but. Elle quitta l'appartement de Charles à Surlier par un mardi matin nuageux. Il n'était pas chez lui, probablement sorti avec Juliette. Elle n'avait pas laissé de mots. Que dire à un homme qui restait silencieux pendant qu'elle se faisait insulter en public? Rita héla un taxi, non pas pour Ojota, mais pour un nouveau service après-vente à l'Equiphase 1. Ce n'était pas Tapa accent Graveleuil, 2 chambres, un carrelage impeccable, une alimentation électrique ininterrompue, mais on avait l'impression de commencer une nouvelle vie. La réceptionniste lui tendit les clés avec un sourire poli, ignorant que la jeune femme devant lui possédait désormais plus de mètres carrés que la plupart des habitants de l'immeuble. Rita entra, ferma la porte et s'y appuya. Pour la première fois depuis des années, elle respirait librement. Elle a meublé l'appartement lentement mais consciemment. Chaque objet acheté reflétait sa personnalité, calme, minimaliste et élégant. Elle a accroché le portrait de son père au mur du couloir, juste au-dessus du porte-chaussures. Il aurait été fier. Monsieur Adequin lui avait assigné un conseiller financier personnel et, en 2 semaines, elle avait ouvert plusieurs comptes bancaires, créé la documentation légale de son patrimoine et lancé l'enregistrement silencieux d'une nouvelle société à son nom, RP Holdings. Rita n'en a parlé à personne. Elle a changé de numéro de téléphone, a bloqué Charles et Juliette sur tous les réseaux sociaux et s'est offert une nouvelle coupe de cheveux. Elle s'est inscrite discrètement à des cours de gestion d'entreprise et a passé des nuits blanches à lire sur l'immobilier, la logistique et les stratégies d'investissement. Ses journées étaient structurées, méditation matinale, cours à 10 h, revue financière à 3 h, lecture à 6 h et tranquille à 9 h. Elle parlait moins, observait davantage et se déplaçait comme une ombre dans le monde sous lequel elle se tenait autrefois. Chaque sourire qu'elle adressait désormais était intentionnel.
Elle n'avait pas oublié le gala. Elle n'avait pas oublié le mot « misérable ». Rita surveillait Charles et Juliette à distance. Elle savait où se trouvait l'agence de relations publiques de Juliette. Elle savait que l'entreprise de Charles était en procès. Elle était même au courant de la voiture de luxe que Juliette avait publiée sur les réseaux sociaux, achetée avec des fonds d'investisseurs. Mais pour Rita, la vengeance n'était pas une question de bruit. C'était une question de stratégie. C'était un silence plus fort que la rage. Elle ne voulait pas encore les affronter. Elle voulait les démanteler lentement. Leur arrogance causerait leur perte. Alors, elle attendit. Elle étudiait. Elle construisait. Chaque jour, une brique était posée dans les fondations de ses yeux. La même femme qu'ils avaient moquée, insultée et rejetée était maintenant celle qui observait d'en haut. Et ils ne le savaient même pas encore. L'absence de Rita dans l'appartement était à peine remarquée par Charles. Les jours passèrent, et il raconta à ses voisins qu'elle était partie s'occuper de questions familiales. Il ne l'appela pas, ne posa pas de questions. Il supposait qu'elle boudait. Dans son esprit, elle reviendrait, s'excuserait et s'adapterait à la nouvelle réalité. Mais Rita ne revint pas. Alors, sans la moindre honte, Charles commença à faire venir Juliette Robinson. Au début, ce fut sous le couvert de visites nocturnes. Puis de nuitées. En 2 semaines, les talons de Juliette claquaient avec assurance sur le même carrelage que Rita avait l'habitude de nettoyer. Ses trousses de maquillage jonchaient le lavabo de la salle de bain, et ses coussins haut de gamme remplaçaient ceux que Rita avait cousus à la main. Un matin, Juliette se tenait dans la cuisine, sirotant un jus de fruits dans un verre de vin, souriant en regardant autour d'elle. « Pas mal, dit-elle. Mais cette peinture ? Il faut la changer. » Charles, encore groggy, hocha la tête. C'était le jour où Juliette emménageait officiellement. Juliette ne perdit pas de temps à s'approprier l'appartement. Elle réorganisa les meubles, changea les rideaux et demanda à Charles de repeindre les murs en ivoire. Elle commanda un nouveau téléviseur chez L'Equi et remplaça la vaisselle usée de Rita par des services importés commandés en ligne. Charles, bien que légèrement dépassé par les dépenses, accepta. Il se disait que c'était le prix de l'amour, ou plutôt, le prix des apparences. Juliette fit clairement comprendre qu'elle n'allait pas vivre dans une maison ressemblant à une résidence abandonnée du Nisque. Bientôt, elle commença à prendre des décisions sans lui demander son avis sur les factures, la décoration, et même les invités à accueillir. Elle prit en charge les courses, engagea une femme de ménage et entreprit même de redécorer le bureau de Charles. « Cet endroit n'a aucune âme, » dit-elle un après-midi en jetant ses vieux dossiers. Il observait en silence, ne sachant comment riposter. Juliette avait toujours été le feu, mais maintenant les flammes dansaient trop près. Chaque jour qui passait, Charles se retrouvait à se rétrécir chez lui. L'assurance de Juliette, autrefois exaltante, lui semblait désormais irrésistible. Elle remettait en question ses choix professionnels, lui indiquait les réunions auxquelles il devait assister et prenait même des appels à sa place. Lorsqu'il exprimait sa frustration face au retard de paiement d'un client, elle haussait les épaules et lui disait « Vous n'êtes peut-être pas aussi influe que vous le pensez. » Ça faisait mal. Mais Charles ne dit rien. Il ne voulait pas la perdre, pas après tous les dégâts déjà causés. Il se persuadait que c'était de l'amour, ou du moins de la survie. Ce qu'il ignorait, c'est que, s'il croyait avoir gagné, s'être débarrassé de Rita et avoir amélioré son mode de vie, il était en réalité tombé dans un piège qu'il avait lui-même créé. Et à l'extérieur de cet appartement, dans un monde auquel il n'avait plus accès, Rita observait tout d'un œil calme et d'une main ferme. Assise dans son nouvel appartement, Rita feuilletait les pages d'un épais classeur étiqueté structure d'entreprise et fondamentaux de l'immobilier. À l'aube, c'était le temps du fil et de l'aiguille, de la mesure des emballages sur les étals des marchés. Désormais, ses journées étaient structurées avec intention. Elle se levait avant 6 heures du matin, méditait, examinait des rapports financiers et passait le reste de la journée soit en séminaire virtuel, soit en rendez-vous discret avec des avocats et des conseillers en investissement. Personne ne la reconnaissait. Elle utilisait le nom de Miss Onika IBE pour s'inscrire à tous les cours et services de conseil. Elle portait des pantalons simples et des chemisiers amples, ses cheveux noués dans des foulards en satin ou des perruques qui adoucissaient son profil. Elle ne voulait pas être vue. Pas encore. Son équipe juridique, dirigée par le méticuleux avocat Daniel James Vincent Adebayo, commença à examiner les documents fonciers de son père, à rédiger les déclarations de propriété et à mettre à jour discrètement les registres de l'entreprise.
Elle ne se contentait plus de s'enrichir. Elle apprenait à la multiplier. Le cabinet d'avocats avançait avec une précision silencieuse. Rita était désormais propriétaire de Pascal Heights Ltd. Avec l'aide de Daniel James Vincent, elle acquit des parts majoritaires dans 2 petites entreprises de construction qui avaient emprunté à leur insu sur la succession de son père. Elle créa une société mère, RP Group, qui dissimula son identité derrière 2 fiduciaires nommés. Ses finances étaient diversifiées dans l'immobilier, l'agriculture et la logistique, le tout géré par des filiales écrans avec des administrateurs différents. Elle ne voulait ni attention ni gros titres. Pas encore. Elle-même, l'humble fille d'Ojota qui pleurait autrefois sur un matelas en mousse, avait disparu. À sa place se tenait une femme qui comprenait les bilans, les clauses juridiques et la valeur de l'anonymat. Le soir, elle notait ses objectifs dans un nouveau carnet marron, tous plus audacieux les uns que les autres. Ces plans n'impliquaient pas de bruit. Ils impliquaient une stratégie. Et chaque signature qu'elle apposait constituait un coup supplémentaire sur l'échiquier. Pourtant, il y avait des moments où elle se souvenait avec tristesse de l'insulte. L'écho de la voix de Juliette lors de ce gala ne la quittait jamais complètement. Mais maintenant, Rita ne ressentait plus la douleur. Elle se sentait concentrée. Plus elle en apprenait, plus son silence devenait dangereux. Elle traquait discrètement les finances de Charles et Juliette grâce à des enquêteurs engagés. Elle savait qu'ils dépensaient trop. Elle savait que Juliette avait utilisé les fonds de l'entreprise pour acheter une voiture. Elle savait même qu'une enquête était en cours sur la dernière vente immobilière de Charles. Rita n'avait pas besoin de lever le petit doigt. Ils semaient leur propre destruction. Il lui suffisait d'être prête quand elle éclorerait. Et elle l'était. Car désormais, la femme qu'ils avaient congédiée n'était plus en retrait. Elle avait le contrôle. Discrètement. Intentionnellement. Puissamment. L'agence de relations publiques de Juliette Robinson, Citron Média, était réputée pour son éclat, tout comme elle. De la promotion de personnalités mondaines à la gestion des relations presse événementielles, l'entreprise s'était taillée une place de choix parmi l'élite de la gosse. Mais sous ce faste, les fondations étaient fragiles. Juliette finançait ses opérations avec des prêts instables et des accords détournés, parvenant à peine à payer ses salaires ou ses fournisseurs. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'un investisseur discret avait rejoint son tableau de capitalisation, un investisseur précis, planifié et déterminé. Par l'intermédiaire d'une société écran nommée Triit Assets Ltd, Rita a racheté 22% des parts à un actionnaire désespéré cherchant à se retirer discrètement. La transaction était claire, discrète et juridiquement contraignante. Juliette, impatiente d'obtenir l'injection de liquidité, n'a jamais cherché à connaître l'origine du nouvel actionnaire. Pour elle, il ne s'agissait que d'un investisseur anonyme tentant de surfer sur la vague de son prétendu succès. Mais quelques jours après l'arrivée de Rita, de légers changements ont commencé à ébranler les fondations de Citron Média. Des courriels anonymes du conseil d'administration ont commencé à demander des analyses financières. Des révisions de politique ont été proposées. Des questions ont été soulevées concernant les retards de paie, l'inflation budgétaire liée aux événements récents et des dépenses non justifiées, notamment une charge de 4,7 millions de dollars liée à l'entretien des véhicules de fonction, directement liée à la Lexus de Juliette. Le personnel, autrefois terrifié par le caractère colérique de Juliette, a soudainement commencé à s'exprimer lors des réunions, encouragé par la nouvelle culture de transparence. Des notes de service ont mystérieusement fuité. 2 de ses principaux clients lui ont adressé des notifications d'inquiétude concernant des erreurs de relations publiques. Juliette était furieuse. « On me sabote », a-t-elle crié lors d'une réunion d'équipe houleuse. Mais personne n'a avoué. Le chaos n'a pas cessé. Son directeur des opérations a présenté sa démission, invoquant des désaccords internes. Sa maquilleuse préférée refusait de s'occuper de ces galas, prétextant des dettes impayées. Elle perdait le contrôle, mais ignorait qui se cachait derrière le rideau. Pendant ce temps, Rita observait la situation depuis son appartement miteux, recevant des rapports quotidiens de ses conseillers juridiques et financiers. Chaque domino qui tombait la rapprochait de son essence. Il ne s'agissait pas de détruire l'entreprise de Juliette du jour au lendemain, mais de dégrader son image de l'intérieur. Et Juliette, si obsédée par le maintien de son image irréprochable, ne réalisait pas que plus elle se défendait publiquement, plus son image se dégradait. La stratégie de Rita n'était pas seulement intelligente, elle était chirurgicale. Lentement, la réputation de Juliette commença à se fissurer dans le milieu des affaires de l'ego, très dynamique. Un murmure.
Une collaboration annulée. Charles restait perplexe, pensant que les problèmes de l'entreprise étaient dus à la malchance. Mais Rita n'en avait pas fini. Ce n'était que le début. La véritable visibilité allait arriver, et elle se ferait en talons et en robe de soie. Le gala d'affaires Aurora était l'un des événements les plus exclusifs de l'île de Lagos, organisé chaque année au Wellspring Convention Center de l'île Victoria. C'était un rassemblement de PDG, de cadres dirigeants, d'influenceurs et de personnalités influentes des médias, de la mode et de l'immobilier. Pour Juliette Robinson, c'était l'occasion idéale de se refaire une place, surtout après des semaines de rumeurs croissantes sur les problèmes internes de son agence de relations publiques. Vêtue d'une robe émeraude transparente ornée de broderies de cristaux et de son rouge à lèvres audacieux signature, Juliette s'est déplacée avec assurance dans la foule, déterminée à faire taire les rumeurs par sa présence. Charles marchait à ses côtés, son costume ajusté, son sourire crispé. Mais derrière son charisme forcé, son esprit était rongé par le stress. Les clients ne répondaient pas à ses appels. Les investisseurs commençaient à s'impatienter. Pourtant, ce soir-là, ils arboraient tous deux leurs plus beaux masques, espérant noyer la suspicion sous le charme. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ce soir-là, tout allait changer. Les lumières de la salle de bal s'éteignirent légèrement lorsqu'une nouvelle vague d'invités entra. Les murmures se répandirent comme une traînée de poudre. Les têtes se tournèrent. Les téléphones se levèrent discrètement pour prendre des photos. Une femme se tenait sous l'entrée en verre voûté, vêtue d'une robe fluide couleur champagne dorée qui moulait sa silhouette comme si elle avait été taillée par le destin. Sa peau rayonnait sous la douce lumière, ses cheveux étaient coiffés en ondulations élégantes, et ses pas étaient mesurés avec grâce et puissance. C'était Rita. Mais pas la Rita dont tout le monde se souvenait. Elle n'était pas l'épouse timide traînant derrière son mari, ni la jeune fille moquée pour ses robes rapiécées. C'était une vision, riche, radieuse et insouciante. À son bras se tenait un homme d'un certain âge, Monsieur F. James Vincent Oren, l'un des plus riches magnats de la logistique d'Afrique de l'Ouest, son allié stratégique et son investisseur discret. À leur entrée, les conversations se figèrent. Le rire de Juliette s'arrêta net. Son verre de vin faillit lui glisser des doigts. Rita ne regarda pas Juliette. Elle n'en avait pas besoin. Sa présence a fait parler d'elle. Le présentateur de l'événement l'a annoncée comme fondatrice de RP Holdings et partenaire chez Pascal Heights Développement. La salle a éclaté en applaudissements. Les journalistes du Lagos Business Weekly ont immédiatement commencé à prendre des photos. La gorge de Juliette s'est asséchée et sa mâchoire s'est contractée. Charles le fixait, stupéfait, incapable de comprendre ce qu'il voyait. Rita prit place à la table d'honneur, juste en face d'eux, l'air inébranlable. Et à mesure que la soirée avançait, à chaque discours qu'elle prononçait, à chaque toast porté en son honneur, il devenait évident que Rita Pascal n'était pas de retour. Elle était arrivée. Et elle n'eut pas besoin de dire un mot pour leur rappeler comment il l'appelait autrefois. Son silence en disait long. 3 jours après le gala Aurora, Juliette était assise dans son bureau chez Citroën Media, peinant à se concentrer. Les éloges reçus par Rita ce soir-là résonnaient encore dans sa tête, plus fort que sa propre voix. Ses réseaux sociaux étaient désormais un champ de bataille, clients posant des questions, trolls exigeant des explications sur les fournisseurs impayés, et blogueurs spéculant sur le déclin soudain de la réputation de son agence. Elle n'avait pas parlé à Charles depuis le gala. Lui aussi était perdu dans sa confusion. Ce matin-là, alors qu'il parcourait ses emails, les yeux injectés de sang, on frappa violemment à sa porte à Surelier. 2 hommes en costume se tenaient dehors, tenant des enveloppes. L'un d'eux, Monsieur Charles Timothy, demanda « Vous avez été servi ?» Tribunal de grande instance de Lagos. Date et heure ci-jointe. Charles fixait les mots en gras sur la première page, avis de poursuite judiciaire, fausse déclaration et détournement de fonds. Ses paumes devinrent froides. Juliette reçut sa propre visite 2 heures plus tard. Une femme sévère en talons noirs lui remit les documents à l'accueil de son bureau, à la vue de tous ses collaborateurs. Ordonnance officielle du tribunal. Nous vous recommandons de la lire attentivement. Le personnel échangèrent des regards écarquillés lorsque Juliette s'empara du dossier et entra en trompe dans son bureau. Fermant la porte, elle l'ouvrit et parcourut les premières pages. Son souffle se bloqua. La pétition énumérait des allégations détaillées de malversations financières, d'utilisation non autorisée d'investissement d'actionnaires, de falsification de frais d'événements médiatiques et de responsabilité fiduciaire. La documentation était abondante, relevés bancaires,
transcriptions audio de réunions et courriels qu'elle pensait supprimer. Une section mentionnait même le témoignage anonyme d'un investisseur. Ses mains tremblaient. Elle tourna la page jusqu'à la dernière page et découvrit le nom du requérant caché derrière une fiducie légale. Mais elle le savait. Elle n'avait pas besoin de le voir. C'était l'œuvre de Rita. Charles se précipita à son bureau plus tard dans la soirée, le visage pâle, la voix crispée par la panique. « Qu'est-ce que c'est? Qui a déposé ça? Que as-tu fait de l'argent de l'entreprise ?» Juliette le fusilla du regard. « Tu étais aussi impliqué dans les dépenses, ou l'as-tu oublié ?» Leurs voix s'élevèrent, les accusations fusent, et le personnel commence à sortir petit à petit pour éviter l'explosion. Cette nuit-là, leurs téléphones ont sonné sans interruption, inondés d'appels d'avocats et de clients qui avaient vu les documents judiciaires divulgués en ligne. Les médias n'avaient pas perdu de temps. Un couple influent accusé de détournement de fonds, un investisseur anonyme contre-attaque, criaient les gros titres. Charles et Juliette n'avaient plus le contrôle. Le récit avait basculé. Et ils allaient découvrir à quel point c'était dévastateur d'être ceux qui étaient piégés, légalement, publiquement et irréversiblement. La vie arriva épinglée sur la porte d'entrée de l'appartement surlié, tôt un jeudi matin. Une grande enveloppe officielle, portant la mention « Avis de saisie immobilière », flottait doucement au vent tandis que Charles revenait d'une nuit agitée passée au bar d'un ami. Les yeux embrumés et pieds nus, il la tira et la lut une première fois, puis une deuxième fois, plus lentement. Il resta bouche bée. L'appartement qu'il avait autrefois revendiqué avec arrogance, la même maison où il avait invité Juliette et dont il avait dit aux voisins qu'elle était entièrement payée, n'avait en réalité jamais été le sien. Il appartenait à Jérémy Pascal et avait toujours été enregistré au nom de Rita via une fiducie familiale. La lettre était claire, quitter les lieux dans les 7 jours. Derrière chaque signature et chaque tampon se cachait la dure réalité, les murs entre lesquels il se tenait, murs qu'il avait remplis de trahison, ne lui appartenaient plus. Charles froissa la lettre, incrédule, la sueur perlant sur son front malgré la fraîcheur matinale. Juliette revint d'une brève réunion de relations publiques, encore sous le choc de la convocation qu'elle tentait d'ignorer, et trouva Charles arpentant le salon en marmonnant. Elle l'a pris. Elle l'assume. Pendant tout ce temps, dit-il. Qui? S'exclama Juliette. Rita, rugit-il. Il lui a jeté l'avis d'expulsion. Elle l'a ouvert, a parcouru la lettre et a failli laisser tomber son sac à main. Ce devait être une erreur. Mais ce ne fut pas le cas. Plus tard dans l'après-midi, 2 huissiers de justice en uniforme et un avocat de l'équipe de Rita arrivèrent sur les lieux avec un serrurier. « Veuillez commencer à sortir vos effets personnels », ordonna calmement l'un d'eux. Le complexe bourdonnait de curiosité. Les voisins jetaient un coup d'œil par les fenêtres, chuchotaient par-dessus les balcons et observaient le couple autrefois admiré de la gosse, stupéfait, tandis que des inconnus enfermaient leur vie. Juliette protesta. Charles supplia. Mais tout était documenté, scellé et légal. Il ne pouvait rien faire. Alors que la dernière valise roulait jusqu'au portail, Juliette se retourna une dernière fois, le mascara maculé et les lèvres tremblantes. Charles se pencha sur le trottoir, le visage dans les mains. Le serrurier changea le dernier verrou, et le portail se referma derrière eux. Rita avait choisi de ne pas être présente, non par lâcheté, mais parce qu'elle n'en avait pas besoin. Son silence était plus bruyant que la confrontation. La maison, autrefois symbole de l'ascension supposée de Charles, était désormais immobile et vide, reconquise par la femme qu'ils avaient autrefois rejetée. La nouvelle s'est rapidement répandue dans les cercles sociaux. Charles Timothy avait été expulsé de son propre domicile. Pas par des agents de recouvrement. Non pas par les propriétaires. Mais par la femme même qu'ils avaient qualifiée de misérable. La honte était totale. Et ce n'était que le début. Dès le week-end, Rita Pascal n'était plus seulement un nom murmuré dans les cercles privés. Elle était partout. Les blogs regorgeaient de titres tels que « De la misère à la richesse »,« L'histoire de Rita Pascal » et « Ex-épouse de son ex-mari et maîtresse de la propriété de son père ». Les réseaux sociaux regorgeaient d'opinions, de spéculations et d'éloges. De vieilles photos d'elle dans des robes encaradées lavées datant de l'époque où elle travaillait comme couturière à Ojota circulaient aux côtés de photos récentes d'elle au Gala Aurora, drapées dans un tissu de créateur. Les influenceurs ont commencé à reconstituer la chronologie, à décortiquer sa transformation et à établir des parallèles entre son silence et sa stratégie. Un tweet devenu viral a révélé qu'elle n'avait rien dit. Elle s'est contentée de rayonner et de se venger devant le tribunal.
Les chaînes de télévision la sollicitaient pour des interviews, les magazines demandaient des articles et les blogs économiques mettaient en avant son acquisition discrète d'actions dans plusieurs entreprises. Mais Rita déclinait toutes les invitations. Son mystère ne faisait qu'alimenter la frénésie. Dans les salles de conseil et les salons de Lagos, son nom déclenchait les conversations. Les femmes d'affaires admiraient son sang-froid. Les jeunes filles la considéraient comme le nouveau modèle. Même les pasteurs ont utilisé son histoire comme sujet de prédication sur la grâce et la victoire silencieuse. Ce qui a rendu l'ascension de Rita si captivante, ce n'était pas seulement sa richesse, mais la façon dont elle l'utilisait. Elle ne publiait pas de photos tape à accent grave-l'œil, ne jubilait pas et n'insultait pas ses ennemis. Elle agissait simplement avec détermination. Son avocat, maître Demel James Vincent, a été sollicité pour des entretiens, mais a décliné l'invitation. Madame Rita ne recherche pas l'attention, a-t-il déclaré un jour. Elle se concentre sur sa croissance. Pendant ce temps, des articles ont inondé LinkedIn et les forums d'affaires, détaillant comment elle a tiré profit de son héritage pour créer une puissante société de portefeuille privé sans scandale public. Plus elle restait silencieuse, plus on voulait l'entendre. Mais Rita savait que le mystère était sa meilleure arme. De retour chez elle, assise près de sa fenêtre, une tasse de thé à l'hibiscus à la main, elle parcourait des articles qu'elle n'avait pas demandés. Son visage figurait désormais sur les bannières des conférences sur l'autonomisation, bien qu'elle n'y ait assisté à aucune. Sa boîte mail était inondée de messages, remerciements de femmes victimes de violences conjugales, demandes de partenariat d'investisseurs, et même excuses de ceux-là même qui s'étaient moqués d'elle. Elle ne répondait à aucun. Elle était concentrée sur la suite. Sa vengeance n'a jamais été une question de spectacle, mais de reconquête de sa dignité. Et maintenant, elle avait plus que cela. Elle avait une voix dans le monde des affaires, une histoire qui inspirait des milliers de personnes, et la satisfaction tranquille que le monde sache enfin qui elle était. Rita Pascal. Ni l'épouse de. Ni la fille de. Juste Rita. À ces conditions. Charles Timothy fixait d'un air absent la lettre sur son bureau, mettant fin officiellement à son partenariat avec Blue Oak Développé. C'était la dernière société immobilière dont le nom figurait encore à son conseil d'administration, et elle coupait désormais les ponts. La lettre mentionnait un risque de réputation, des irrégularités financières et des procédures judiciaires non résolues. Son téléphone vibrait sans cesse, inondé d'appels de créanciers et de messages d'investisseurs exigeant des remboursements. Il ne répondit à aucune d'elles. L'homme qui dominait autrefois les agences d'investissement, se présentant comme un magnate de l'immobilier autodidacte, était désormais assis, recroquevillé, dans un bureau d'angle qu'il ne pouvait plus se permettre de louer. Sa secrétaire avait cessé de venir, son assistante avait envoyé un courriel de démission et son accès au portail bancaire professionnel était bloqué. Le site web de son entreprise a été fermé. Il ne restait qu'un espace vide, un ego brisé et des dettes impayées s'accumulant dans d'épaisses enveloppes brunes. Pire encore que la perte d'argent, c'était le silence de ses amis qui le célébraient. Ceux qui autrefois louaient sa vision l'évitaient désormais. Certains bloquaient complètement son numéro. Quelques semaines auparavant, il ne pouvait entrer dans un restaurant sans une poignée de main ou sans qu'on lui tire une place. Les serveurs hésitaient à le servir, reconnaissant son visage après avoir été victime d'une mauvaise réputation dans les tabloïds. Il essaya de contacter Juliette pour obtenir de l'aide, peut-être pour arranger les choses, mais même elle était devenue distante. Elle ne le rappelait plus comme avant. Et quand elle le fit, ce fut bref, froid et empreint d'irritation. « Nous en subissons tous les deux les conséquences, dit-elle sèchement un soir. Ne m'appelle pas, sauf si c'est à propos de l'audience. » La femme qui flattait autrefois son ego le considérait désormais comme un fardeau. Et en vérité, c'est exactement ce qu'il était devenu. Juliette elle-même commençait à se défaire. Son entreprise faisant l'objet d'une enquête et son image publique étant ternie, elle n'arrivait pas à décrocher de nouveaux contrats. Ses anciens clients la ghostaient. Des influenceurs la désabonnaient. La grande vie qu'elle avait bâtie sur les apparences commençait à s'effondrer, morceau par morceau. Et dans ces rares moments de silence, elle se murmurait, peut-être sommes-nous allés trop loin. Mais les regrets arrivaient trop tard. Charles n'était plus un trophée. Il était un avertissement. Un soir, il retourna chez son cousin, le clochard, à Agige, où il squattait depuis son expulsion. Il s'affala sur le matelas fin, les yeux fixés sur l'ampoule vacillante du plafond, une seule vérité résonnant dans son esprit, la femme qu'ils avaient autrefois qualifiée de misérable l'avait mis à genoux sans même élever la voix.
Son empire avait disparu. Sa fierté? Enfouie en dessous. Juliette Robinson n'était plus le centre de l'attention. L'époque où son entrée attirait les regards et suscitait des murmures d'admiration était révolue. Son agence de relations publiques étant sous haute surveillance et sa réputation autrefois irréprochable réduite à l'état de matière à ragots, le désespoir s'installait comme une fièvre à long terme. Elle avait conservé son physique, son charme et ce don pour la manipulation qui lui ouvrait autrefois des portes. Alors, lorsqu'elle apprit que James Vincent Adébambo, un jeune investisseur technologique d'Abidjan en pleine ascension, était de passage à Lagos pour un sommet privé, elle saisit l'occasion. James Vincent était connu pour soutenir des marques prometteuses en difficulté. Juliette, vêtue d'une combinaison écarlate sur mesure, choisit ses plus beaux bijoux et répéta son histoire, imputant les problèmes de son entreprise à un sabotage et à une trahison interne. Elle se présenta à un salon de réseautage à Lekki, attendit son heure et s'approcha de lui avec assurance et un sourire radieux. « Tu as probablement entendu parler de moi », dit-elle en lui tendant la main avec une grâce maîtrisée. Au début, James Vincent s'est montré cordial. Il a écouté son argumentaire, a salué sa confiance et a accepté d'échanger ses numéros. Mais plus tard dans la soirée, alors qu'il examinait sa proposition au cours du dîner, un signal d'alarme s'est déclenché. L'un de ses conseillers lui avait transmis une note avec une remarque « Regardez ça, problème de réputation ». Y était joint un résumé des affaires judiciaires impliquant Juliette Robinson, dont le procès pour détournement de fonds, ainsi que des liens vers des articles d'opinion faisant allusion à des pratiques commerciales contraires à l'éthique. En bas de la note figurait un nom que Juliette ne s'attendait pas à voir, RP Holdings, signalé comme un acteur majeur affecté par les manquements de son entreprise. Le lendemain matin, James Vincent a appelé un contact silencieux pour obtenir des éclaircissements. La réponse a été immédiate, ne donnez pas suite. Elle est sur liste noire dans 4 cercles d'investisseurs. RP Holdings est très respecté. C'est non. C'était tout ce dont James Vincent avait besoin. Il a discrètement bloqué son numéro et est passé à autre chose. Juliette fut stupéfaite de ne recevoir aucune réponse après 3 SMS consécutifs. Elle a appelé, mais aucune réponse. Une semaine plus tard, elle apprit par un collègue que James Vincent avait financé une campagne de relations publiques pour une entreprise concurrente. C'est alors qu'elle comprit que ce n'était pas seulement la chance qui se retournait contre elle. Rita lui avait barré la route sans même lever le petit doigt. Les portes se fermaient avant même qu'elle ne frappe. Juliette tenta d'autres investisseurs, mais à chaque fois, le silence était le même. D'une certaine manière, l'influence discrète de Rita était devenue un mur qu'elle ne pouvait franchir. Un soir, assise seule dans son appartement, celui-là même qu'occupait Charles, elle se murmura amèrement, « Elle est partout, impossible de lui échapper. » Et effectivement, Rita l'était, mais pas comme Juliette l'avait imaginé. Pas trop fort. Invisible. Mais puissant. Absolument intouchable. C'était un jeudi après-midi tranquille au Celeste Garden Lounge, un espace serein sur un quai réputé pour son intimité et son ambiance paisible. Rita y rencontrait souvent ses associés, nichés dans le box le plus éloigné, sous un dais de palmier en pot. Ce jour-là, elle portait un blazer blanc impeccable sur un chemisier en satin caramel, son maquillage était léger et son expression indéchiffrable. Elle ne s'attendait à rien d'inhabituel, juste à une réunion de routine avec un conseiller juridique. Mais lorsque l'hôtesse s'approcha d'elle avec hésitation et murmura « Voilà quelqu'un qui prétend vous connaître. » Juliette Robinson, la plume de Rita marqua une pause au milieu de sa signature. Elle ne dit rien au début. Puis elle hocha la tête, le regard calme. Laissez-la entrer. Un instant plus tard, Juliette entra, l'ombre d'elle-même. Fini les robes de créateur et les talons aiguilles. Elle portait une robe marron simple, sa perruque légèrement de travers, les yeux rouges comme si le sommeil l'avait abandonnée depuis longtemps. Juliette ne s'assit pas. Elle se tenait en face de Rita, serrant son sac à main comme une bouée de sauvetage. « Rita » commença-t-elle d'une voix tremblante. « Je sais que je ne mérite pas ça. Je sais ce que j'ai fait. Mais je dois te le dire en face. » Rita leva les yeux mais ne dit rien. Son regard était fixe, impassible. Juliette continua. « J'étais cruelle. J'étais fière. Je pensais que tu étais inférieur à moi et je me moquais de toi pour ça. Je ne sais pas ce que je recherchais, le statut, le contrôle. Peut-être juste l'attention. Mais j'ai tout perdu. Tout le monde m'a tourné le dos. Charles est parti, mon entreprise est morte,
et je suis fatiguée. Elle prit une inspiration tremblante. Tu n'as pas seulement gagné. Tu es devenue la femme que je n'aurais jamais imaginée. Forte. Respectée. Et sa voix se brisa. Je suis désolé. Vraiment. Si tu peux le trouver dans ton cœur. S'il te plaît, pardonne-moi. Un lourd silence s'ensuivit. L'air entre eux était lourd, non pas de haine, mais de finalité. Rita se leva lentement de son siège. Elle regarda Juliette dans les yeux et, l'espace d'un instant, le poids de tout passa entre elles, les insultes, l'humiliation, la trahison, la chute. Puis, avec une grâce tranquille, Rita fit un pas de côté, ramassa son sac et passa devant Juliette sans un mot. Aucune colère. Pas de vengeance. Juste le silence, un silence plus criant que tout ce que Juliette avait jamais entendu. Alors que Rita sortait, la porte se referma derrière elle avec un léger clic. Juliette se tenait seule, les yeux brûlants, les lèvres serrées. Elle avait supplié. Elle avait admis sa défaite. Mais le pardon qu'elle désirait en ne viendrait jamais. Et cela, plus que tout, la brisa. Le soleil brûlait le bord de la route goudronnée le long du pont souterrain d'Ojalegba, où les arnaqueurs criaient les prix et où l'air résonnait du bruit des dents faux, des klaxons et des passagers impatients. Parmi les vendeurs dispersés le long des allées piétonnes, un homme maigre et fatigué se tenait près d'une table en bois recouverte d'enceintes Bluetooth, de chargeurs portables et d'étuis de téléphone d'occasion. Sa peau autrefois impeccable était maintenant ternie par le stress, sa chemise tachée au col et ses chaussures, autrefois en cuir importé, étaient usées. Cet homme était Charles Timothy, méconnaissable pour la plupart de ceux qui l'avaient connu. Quelques-uns de ceux qui le connaissaient passèrent devant lui dans un silence gêné, hésitant entre le saluer ou faire semblant de ne pas exister. Il ne sembla pas le remarquer. Il leva à peine la tête. Quand il le fit, ses yeux étaient creux. Ces mêmes yeux qui autrefois scrutaient les comptes scrutaient maintenant la circulation, à la recherche de clients potentiels ou peut-être d'une lueur de qui il était autrefois. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'expulsion, et Charles avait dilapidé le peu d'argent qui lui restait. Ses amis ont cessé de répondre à ses appels. Ses comptes ont été bloqués en raison d'un litige en cours. Sa mère, autrefois fière et indiscrète, s'est réfugiée dans sa ville natale, embarrassée. Juliette avait disparu, le bloquant sur tous les quais après leur dernière dispute amère. N'ayant nulle part où aller, Charles s'installa dans l'appartement exigu de son cousin à Mouchin. Il vendit ses costumes restants, mit ses montres-bracelets en gage et se retrouva finalement au bord de la route, suppliant un vendeur d'accessoires téléphoniques de le laisser s'installer à côté de lui, ne serait-ce que temporairement. Au début, le concessionnaire rit. Puis il reconnut Charles. « Toi ? L'ogre de l'immobilier » Charles ne répondit pas. Il baissa simplement la tête et dit « S'il vous plaît ». C'est ainsi qu'il commença, vendant ce qu'il pouvait transporter, essuyant à la fois les railleries, la pitié et l'indifférence. Un matin, alors qu'il rangeait ses affaires pour la journée, un SUV noir ralentit près du trottoir. À l'intérieur se trouvait un jeune homme aux lunettes teintées, qui consultait son téléphone. Le conducteur klaxonna une fois. Charles leva instinctivement les yeux. La fenêtre s'abaissa légèrement, juste assez pour que l'homme à l'intérieur puisse jeter un coup d'œil dehors. L'espace d'une seconde, leurs regards se croisèrent. C'était un ancien collègue de Charles, un investisseur avec qui il avait dîné au Whitbacker. La reconnaissance se lut sur le visage de l'homme, suivie d'incrédulité, puis de pitié. Le SUV démarra. Charles resta immobile, les épaules affaissées, les yeux humides. C'est à ce moment-là que la vérité s'est enfin imposée. Il avait tout perdu. Et ce n'était pas le destin. Ce n'était pas de la malchance. C'était le prix de l'arrogance. Le prix de s'être moqué de la seule femme qu'il avait autrefois soutenue en silence. L'inauguration officielle de l'atelier Rita Pascal et compagnie, situé au cœur de l'île Victoria, a attiré une foule élégante ce soir-là. Le bâtiment, imposant et sophistiqué, était une structure de verre de 3 étages ornée d'une signalétique minimaliste où l'on pouvait lire simplement « RPA et compagnie ». Les sols en marbre brillaient, les lustres scintillaient, et le personnel en uniforme sur mesure accueillait les invités avec un sourire discret. Le lancement n'était pas une question de fanfare, mais de présence. Rita avait conçu chaque recoin pour refléter son parcours, calme, raffiné et puissant, sans avoir besoin de crier. La boutique proposait des robes de mariée haut de gamme,
des tenues de soirée sur mesure et une aile de mentorat à l'étage pour les jeunes créatrices issues de milieux défavorisés. Pas d'interview, pas de discours, juste une douce musique de jazz en fond sonore et Rita elle-même, vêtue d'une combinaison en soie bleu marine, déambulait tranquillement dans l'espace qu'elle avait construit à partir des cendres héritées. Elle souriait gentiment aux invités, sa sérénité transparaissant dans sa posture. Devant les vitres, les spectateurs se rassemblaient derrière des cordes de velours, prenant des photos et chuchotant. Ils avaient vu son nom en ligne, entendu son histoire, et assistaient désormais à son ascension en temps réel. Les journalistes prenaient discrètement des notes. D'anciens clients du cabinet de Juliette Robinson étaient assis tranquillement dans la foule, déjà alignés avec l'équipe de relations publiques de Rita. Les politiciens ont envoyé des fleurs. Les maisons de couture internationales ont contacté des partenaires par courriel. Et malgré tout, Rita a gardé les pieds sur terre. Elle ne courait pas après les applaudissements, elle honorait la confiance de son père. À un moment de la soirée, elle s'éclipsa dans un salon privé à l'étage, où un portrait encadré de Jérémy Pascal trônait sur une étagère en acajou. Elle effleura le cadre, murmura un mot de remerciement, puis retourna à la galerie de robes qui jalonnait son succès. Elle avait enfin créé ce qu'elle avait imaginé en passant devant les boutiques d'Acacia, mais désormais, ce n'était plus un rêve. C'était sa réalité. Le monde bourdonnait toujours autour d'elle. Publications sur les réseaux sociaux, résumés de blogs, vidéos, mais Rita restait calme. Elle n'avait plus besoin de validation. Elle avait prouvé que la dignité, le silence et la concentration pouvaient triompher des moqueries. Dans un autre quartier de Lagos, Charles n'était plus qu'une ombre. Juliette avait disparu. Mais Rita? Rita rayonnait, s'élevait, s'épanouissait. Elle traversa son atelier au crépuscule, lumière tamisée, son équipe occupée à mesurer, dessiner et coudre. Et en sortant sur le balcon surplombant la ville, elle prit une grande inspiration et sourit, non pas parce qu'elle avait vaincu ses ennemis, mais parce qu'elle était enfin devenue tout ce qu'ils disaient qu'elle ne pouvait pas être. Et plus encore. Son nouveau départ était arrivé, non pas né de la vengeance, mais de la puissance tranquille du devenir. Voilà la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci d'avoir regardé.